faut présenter Marielle. Voilà, c'est très bien, Lise. Donc, vous êtes coach, formatrice et accompagnatrice en savoir-être. Oui. Vous intervenez dans les entreprises et aussi aujourd'hui dans les écoles. Oui. Alors en fait, le savoir-être pour moi fait partie des savoirs fondamentaux au même titre que les savoir-faire et les savoirs. Et il me semble qu'on a oublié d'en parler et de les transmettre. Donc en fait, depuis plusieurs années, c'est mon thème de recherche. Donc j'ai écrit un mémoire sur le savoir-être pour mieux vivre ensemble. J'ai écrit un essai, Savoir-être, la voile de l'envol, qui aide chaque individu, mais jeune, ça peut démarrer à partir peut-être de 12-13 ans et jusqu'à n'importe quel âge, à partir du moment qu'on se pose des questions sur soi et qu'on aimerait avoir quelques clés de réponse, de sorte à se dire que la vie, ce n'est pas seulement un déroulé logique, ça peut être autre chose et ça peut être quelque chose qui nous donne une dimension nouvelle à ce que nous vivons et à la connaissance de soi. Donc j'interviens au niveau des entreprises, ça peut être autour du management et le savoir-être, ça peut être le bien-être, le bonheur au travail en lien avec le savoir-être, les écoles, universités ou pour le moment donc des écoles post-bac me font intervenir pour du coaching, pour aider les jeunes entre 20 et 25 ans à travailler un peu sur leur maturité, qu'ils ne soient pas seulement des experts, des techniciens de leur domaine de compétences, mais qu'ils soient aussi porteurs d'une humanité qui les caractérise, qui les singularise et qui puissent être plus tard des professionnels investis, mais aussi des parents heureux, des citoyens qui pensent pas seulement pour eux, mais pour le collectif. C'est retrouver toutes les valeurs. Alors, dans mon approche, il y a 3 points. Donc, c'est ce que je décris dans le livre Le savoir-être. C'est un concept que je pose. Qui est quand même existant déjà un peu à l'étranger, parce que mes sources viennent aussi du Québec ou de la Finlande, un peu de Suisse, où les chercheurs sont déjà sur ces terrains-là de l'être depuis beaucoup plus longtemps qu'en France. Mais l'idée est vraiment d'accompagner les gens sur mieux se connaître. Qu'est-ce que c'est mieux se connaître? C'est peut-être un questionnement intellectuel qui invite à aller explorer nos motivations profondes. Pourquoi je me lève tous les matins? Qu'est-ce qui me donne envie de me surpasser? Qu'est-ce qui me donne envie d'agir? Mais quel est aussi mon rapport à mon image et à mon estime? Quels sont mes besoins fondamentaux? Quelles sont mes limites fondamentales? Moi, j'ai vraiment envie d'inviter les gens à se poser ces questions-là pour se dire, face à une situation, voilà qui je suis. J'ai un certain nombre de points que je peux valoriser, mais aussi peut-être quelques faiblesses, on pourrait les appeler comme ça, mais en toute conscience, je les partage. Et peut-être aussi que mon entourage va pouvoir être un relais, va pouvoir être une ressource pour m'aider et me faire avancer sur ces points-là. Ça, c'est le premier aspect, la connaissance de soi. Donc ça, c'est une démarche intellectuelle avec des exercices vraiment assez faciles à réaliser. La deuxième invitation, c'est rentrer dans la dimension sensitive du cœur et donc explorer nos sens. La nature nous a dotés de sens à notre naissance et moi, à observer la société, j'ai l'impression qu'on les sous-exploite, on ne les fait pas vivre pleinement. Donc l'idée aussi, c'est d'aller regarder comment on se sert de notre écoute, notre odorat, notre goût, et est-ce que on le vit pleinement, on prend le temps de découvrir toutes les informations qu'il peut nous apporter. Évidemment, pour moi, si on est en pleine conscience de ses sens, le 6e sens, qui est l'intuition dont vous parliez au début de l'émission, va beaucoup plus fleurir facilement. Et le dernier point, c'est la compréhension de soi. Il découle tout naturellement des 2 premiers. Quand on a une meilleure connaissance et une conscience de son être, de sa nature profonde, eh bien, moi, je suis jungienne. Donc, en référence à Jung, on parle de persona, c'est-à-dire ce masque que l'on peut mettre sur son visage, le rôle qu'on va jouer dans un certain nombre de situations. Eh bien, moi, ce que j'invite, c'est vraiment de dire, j'ai conscience du masque que je porte dans telle situation, mais
à tout moment, on peut être amené à en porter un parce que on manque d'aisance ou on n'est pas bien dans le contexte dans lequel on se trouve. Et donc, de cette persona, se dire, mais derrière ce masque, qui je suis? Donc, l'individuation dont parle Jung, parce qu'en fait, la vie, à notre insu, tous les jours, dans tous nos actes, nous pousse à être dans cette relation individuation et socialisation. Voilà un résumé le plus succinct possible de ce que je mets dans ce concept de savoir-être. Dans votre livre, je lis « La spiritualité de l'humanité est peut-être quelque chose d'important ». Ah oui, alors il y a la spiritualité individuelle, mais je pense que de toute manière, et c'est aussi la ligne de fond du livre, c'est que nous avons tous en nous l'univers. Nous sommes dans le un, le tout, et donc nous pouvons avoir une spiritualité individuelle, mais bien évidemment qu'elle est en lien avec la spiritualité de l'humanité dans sa globalité. Et c'est pour moi un champ d'énergie et une dynamique de vie qui est merveilleuse, dont on n'a pas assez conscience, qu'on n'intègre pas assez dans notre vie quotidienne, mais qui, au contraire, quand on essaye un peu de la ressentir ou d'aller la solliciter, nous pousse et nous envoie des signes de sa présence. Donc, votre livre, Savoir-être, la voie de l'envol, alors qui suis-je, où vais-je, est une façon de faire passer le message aux personnes qui... Alors, c'est une approche, effectivement, qui pose le concept et qui explique le raisonnement et le cheminement proposé. On pourrait dire que dans ce livre, ce qu'il manque, c'est des exercices pratiques. Ça pourrait être l'objet d'un deuxième livre où, par chapitre, on mettra des exercices pratiques où vraiment on invitera les gens à concrètement se mettre devant une feuille blanche ou aller faire un exercice de créativité. Moi, je travaille beaucoup par le collage et on a des résultats extraordinaires. Beaucoup de gens ne pensent ne pas avoir de créativité, mais finalement tout le monde en a. Et le livre, c'est vraiment faire rentrer les gens, leur faire découvrir que par un cheminement, moi j'adore la pédagogie et l'idée c'est vraiment de guider les gens. C'est pour ça d'ailleurs que coach, bon, c'est un terme que tout le monde comprend, mais on va plutôt parler d'accompagnateur, de guide, parce que c'est vraiment, c'est de dire, on peut tous travailler sur soi, y arriver et avoir des révélations. Ah, vous dites guide de vie dans le savoir-être. Ça peut être, ça me plaît, guide de vie dans le savoir-être. C'est magnifique. Je l'ai retrouvé dans vos documents, guide de vie dans le savoir-être. Je trouve que c'est un bel envol aussi pour vous d'aller partager, parce qu'à la base vous êtes styliste. Hein. Oui, alors à la base je suis styliste, j'ai une marque de vêtements qu'on fabrique en France dans des matières naturelles avec des ateliers qui sont plutôt artisans d'art, et la marque s'appelle Cocon et Papillon. C'est vraiment dans l'idée de cette transformation, de cette transcendance, et aussi dans l'idée que nous sommes un peu l'ensemble des deux. On est le cocon, on est le papillon, et finalement la vie, ce ne sont que des mouvements en permanence entre ces différents états. Et clairement, et ça c'est peut-être aussi un message intéressant, j'ai été passionnée pour mon métier de styliste, j'ai adoré l'univers du textile et de la mode, et à plus de 40 ans, je me suis dit jamais je pourrais continuer à travailler dans cet univers jusqu'à 65 ou 70 ans. Et donc j'ai décidé à 45 ans de reprendre des études, de repartir à l'université. Et je me retrouve aujourd'hui aussi passionnée que quand j'avais 18 ou 19 ans sur mon métier de styliste. Ça veut vraiment dire qu'on peut faire plusieurs métiers dans sa vie et qu'il y a quand même aussi un certain nombre de cursus qui nous sont offerts par le voie de la formation professionnelle. Il y a énormément de choses et que tout est possible. Alors on démarre un peu en tant que débutant à 45 ans alors qu'on avait quelques acquis dans un autre métier, mais la perspective et l'horizon est magnifique. Donc c'est encourageant. Vous avez un lien puisque vous travaillez sur l'image de soi. Alors aussi, effectivement, il faut se dire que si on a vécu 20 ans dans un univers professionnel et qu'on a acquis des connaissances et des compétences, autant s'en servir. Donc il est vrai que j'adore accompagner les gens et les aider à se mettre en valeur au niveau de leur image, parce que quand même l'image fait partie de la première impression que l'on donne, et malheureusement les statistiques elles laissent encore en évidence que dans les 20 premières secondes d'une rencontre, ces 20 premières secondes accaparent les 20 premières minutes de l'attention de notre interlocuteur, ce qui en dit long sur l'impact de l'image. Et donc j'ai écrit une formation que j'ai appelée éducation vestimentaire, parce que vraiment mon souci c'est également de transmettre de la connaissance pour que les gens, en possédant cette connaissance, se sentent libres de pouvoir faire des choix.
D'ailleurs, vous avez parlé hors antenne que dans un vêtement, il était très stylisé. On pouvait avoir des mouvements. Ça peut avoir du volume, comme ça peut être très dessiné. Alors en fait, le corps dans l'espace est donc un volume en 3 dimensions. Très souvent, nous, notre perception de notre image, elle est en 2 dimensions face à un miroir. Ce volume, c'est la perception que les autres ont sur nous. Donc, en fait, ils vont pas s'attacher sur les détails sur lesquels nous attachons face au miroir, mais au contraire, ils vont avoir une perception globale. Donc, en fait, ce que je transmets, c'est des petites règles de géométrie dans l'espace, des règles de proportion, parce que une fois qu'on a intégré ces règles de proportion, peu importe notre silhouette, si on les respecte, on sera toujours dans une valorisation de cette silhouette. Et la deuxième approche importante, c'est la connaissance des couleurs. Et moi, je parle beaucoup d'intensité lumineuse parce que toutes les couleurs de la nature sont harmonieuses entre elles à partir du moment qu'elles partagent la même intensité lumineuse. Le meilleur exercice pour s'en rendre compte, vous prenez une photo en plein été, vous décortiquez les couleurs qui ressortent de cette photo, ensemble, elles vont toutes très bien. Et bien, comme par hasard, vous prenez une photo en automne d'un paysage, ce ne seront pas les mêmes couleurs, elles ne porteront pas la même intensité lumineuse, et vous allez vraiment également découvrir une palette colorée où vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Maximum 3 couleurs dans une même silhouette. Ça, c'est la petite règle, parce qu'au-delà, il faut bien maîtriser pour arriver à faire quelque chose de réussi. D'ailleurs, vous m'avez parlé aussi du miroir frontal. Alors ça, les neurones miroirs, et donc ça va dans l'idée de la contagion émotionnelle. Chaque individu porte en lui, donc au niveau du cerveau, dans la zone préfrontale, des neurones miroirs. Ces neurones miroirs, eh bien, ils nous mettent en connexion les uns les autres. Encore une fois, à notre insu. Et donc, dans le regard de l'autre, eh ben, c'est aussi une partie de ce qu'on dégage et qu'on renvoie à l'autre. Donc, la meilleure explication ou expérience des neurones miroirs, ce sont les mouvements de foule, ce sont les larmes partagées dans un grand nombre, dans un événement particulier, parce que y a cette partie au niveau de nos cerveaux qui influence sur les comportements et les attitudes des autres en fonction de ce que nous dégageons, et vice-versa, bien sûr. Et vice-versa. Donc les couleurs aussi, si on a des couleurs qui ne nous sied pas ou que nous ne ressentons pas dans le dégagement de la personnalité, voilà, on a aussi tout faux. C'est important.